Moi, je vais déjà m'attarder un tout petit peu sur la question parce que je l'ai trouvée intéressante tout me semble intéressant dans cette question. Les spécialistes, déjà, c'est qui les spécialistes de SF? Est-ce que ça doit être des personnes qui ont pignon sur rue? Voilà, c'est quoi un spécialiste de SF, déjà? Ensuite, la question des utopies. C'est quoi une utopie? Qu'est-ce qu'on met dans une utopie? C'est quoi une utopie désirable aujourd'hui? En fait, qu'est-ce que ça pourrait représenter? Enfin, c'est très très vaste, c'est très compliqué, c'est très complexe. Qu'est-ce qui est désirable pour moi? Est-il désirable pour mon voisin, pour ma voisine? Bien entendu, que peut la SF? À quoi ça sert? Est-ce que, du coup, avec cette question qui est quand même porteuse, en fait, qui demande plein de choses, et avec la description, avec les différentes descriptions qu'on a eues juste avant moi, je me demande effectivement, est-ce que la SF est une forme de problématisation des questions sociales, politiques, écologiques et éthiques? Donc peut-être que déjà c'est peut-être une façon de commencer à répondre à cette question. Et je me disais aussi, comme disait Patrick tout à l'heure, que la science-fiction s'indexe aussi sur le présent. Est-ce que la production des récits désirables doit-elle d'abord passer par une critique du présent? Et puis aussi, je me demandais quelle est la frontière entre des dystopies et des utopies, parce qu'une critique du présent peut peut-être, comme on parlait de collapsologie, est-ce que c'est une dystopie qui va mener vers une utopie? Est-ce qu'il faut passer par ça pour aller vers des utopies? Alors, j'ai pour répondre tenter de répondre, parce que moi je ne pense pas du tout que j'ai la réponse. Pour tenter de répondre, je me suis un petit peu appuyée sur ce avec quoi je travaille. Donc des personnes, des artistes, des chercheurs qui se situeront plutôt à la marge de ce qui est considéré peut-être comme les spécialistes. Et j'ai commencé par aller chercher une écrivaine de science-fiction qui s'appelle Ursula Le Guin et qui nous dit je pense que nous ne pouvons pas aller en direction de l'utopie en regardant vers l'avant, mais seulement de façon circulaire ou de côté. Et je pense aussi à Donna Haraway, qui est une philosophe qui a travaillé sur une figure qu'elle a popularisée autour de la figure du cyborg, qui est une figure de science-fiction par excellence, et où elle dit qu'en fait, il n'y a plus de limite entre la nature et la culture, et le cyborg, c'est pas simplement la figure futuriste ou science-fictionnelle qu'on nous donne, mais nous sommes tous des cyborgs. Et elle nous dit que quand les outils à notre disposition ne peuvent plus servir pour comprendre le monde, alors elle dit, pour ma part, je veux faire des histoires. La seule façon que je connaisse pour le faire est d'en appeler à la joie créatrice, à la terreur et à la pensée collective. Alors je vais invoquer trois artistes qui, elles, proposent des fictions. La première, c'est la réalisatrice Wanuri Kayu. En 2009, elle fait un court-métrage qui dure une vingtaine de minutes. Wanuri Kayu, c'est une réalisatrice kenyane. Le film s'appelle Pumzi, le souffle, en swahili. Et en fait, c'est un film de science-fiction qui se passe dans un futur post-apocalyptique, 35 ans après une guerre qui était une guerre une guerre pour l'eau, et on est dans une société qui vit sous terre, autarcique et autoritaire, et une jeune femme conservatrice va recevoir un échantillon, et dans cet échantillon, elle va y voir les possibilités éventuellement de régénérescence. Elle va comprendre qu'il faut sortir de ce bunker, contrairement à ce qu'on lui impose d'ailleurs, de ne pas sortir, et au risque en fait de perdre éventuellement sa vie, elle va repartir sur Terre, et
elle va planter ce petit arbre qui est peut-être une proposition optimiste d'une vie après la fin des temps. Alors il faut savoir aussi que Wanuri Kayo, qui est kenyane, vient à la suite d'un prix Nobel de la paix, qui s'appelle Wangari Maathai, qui avait œuvré pour ce qu'elle appelait la Green Belt, qui était le désir de l'action politique pour replanter des arbres. La deuxième artiste à laquelle je fais appel, c'est Tabitha Razer. Elle est française, guyanaise et danoise. Et elle a fait ses études en Europe et puis elle est allée vivre en Afrique du Sud. Et à partir de 2014, elle développe toute une série de films, de vidéos qui sont des travaux qu'elle fait à partir de recherches, de collages sur le net, d'interviews, d'histoires qu'elle raconte, qui sont des histoires qu'elle raconte à partir d'une compréhension des technologies numériques. Donc elle est ce qu'on appelle une artiste post-internet, et à partir donc de l'Afrique du Sud où elle est venue en 2014, elle a développé tout un travail de critique des technologies numériques vue d'Afrique, en disant qu'en fait on nous avait présenté les technologies numériques comme étant une utopie qui allait abolir les frontières de genre, les différences raciales, les différences sociales, les différences géographiques, et elle dit pas du tout. En fait, Internet, c'est une hégémonie, c'est un nouvel impérialisme. À partir de cette recherche critique ou de ce développement critique, elle appelle à réinvestir autrement les termes de technologie, d'information, de se connecter différemment au monde. Elle parle de développer développer du soin, parce elle se présente comme une digital healer, c'est-à-dire qu'elle dit Internet nous a rendus malades, il faut se soigner d'Internet, et elle dit qu'au-delà de ça, c'est l'intégralité du dispositif colonial, capitaliste, patriarcal, scientifique, technologique, médical, pénal, éducatif, qu'il faut déconstruire et dénoncer. Elle milite pour qu'on ait d'autres formes de connexion au monde. Elle nous demande ou elle nous propose de reconsidérer le corps comme un espace de ressources, comme un outil technologique qui est capable lui aussi de produire, de stocker, de transmettre de l'information, et que peut-être que le travail artistique qu'elle développe est aussi un chemin pour s'émanciper de l'environnement ultra technologique que l'on nous présente comme inévitable. Et la dernière personne que j'invoque, c'est l'écrivaine de science-fiction africaine-américaine Octavia Butler, qui est née en 1947 et qui est morte en 2006. Et Octavia Butler a développé tout un corpus de science-fiction, de romans de science-fiction. Elle disait d'ailleurs il n'y a rien de nouveau sous le soleil, mais il y a d'autres soleils. Et elle avait une vision de la technologie qui n'était pas une vision technoscientifique, justement de la technologie, mais justement le corps, là encore, comme Tabitha Razer, et d'ailleurs Tabitha Razer s'inscrit beaucoup en filiation d'Octavia Butler, le corps pouvait être un puissant outil de communication et de connexion, et qu'en fait elle nous invitait à réinvestir nos dimensions corporelles. Et donc, pour Octavia Butler, le corps n'est pas qu'une enveloppe. Le savoir réside dans la compréhension des potentiels technologiques de notre corps. Et moi, par exemple, j'y vois une réponse au transhumanisme, par exemple, qui nous dit mais le corps humain n'est qu'une enveloppe. Et l'objectif final du transhumanisme, c'est de se débarrasser de ce corps humain qui, somme toute, est complètement incomplet, un peu obsolète et qui ne sert plus à rien.
Elle avait aussi une science-fiction qui jouait beaucoup avec la question de la frontière entre les vivants. Je pense qu'on se pose aussi beaucoup de ces questions-là aujourd'hui. Et dans ses romans, elle avait des protagonistes, des héros, des personnages qui se situaient à la frontière de l'humain et de l'animal, ou de l'humain et de la machine. Par exemple, dans une série qui s'appelle Xénogenesis, elle décrit des extraterrestres qui peuvent être mâles, qui peuvent être femelles, mais qui sont aussi une troisième catégorie qu'elle appelle Oloi, je crois. Dans un autre livre qui a été traduit en français par Le Motif, qui s'appelle Mind of My Mind, dans une série qui s'appelle The Patternist, Le Motif, l'héroïne a des capacités de télépathe, et avec ces capacités télépathiques, elle va pouvoir réunir tout un ensemble de personnes qui sont un peu les rejetés d'un système de régénération génétique, et elle va les repérer, elle va les soigner, elle va prendre soin d'eux. Et dans un dernier livre qui s'appelle, dans la série des paraboles, la parabole du semeur, elle se situe dans un monde post-apocalyptique, un peu comme dans un jeu vidéo post-apocalyptique. Et en fait, notre héroïne va partir de l'idée de la parabole du semeur, et elle va recréer une communauté qui va se rapprocher de la Terre et qui va essayer de construire un nouveau modèle de vie qui est loin des esclavages cérébraux qui circulent dans les mondes environnants. Voilà, c'est quelques exemples qui consistent peut-être à me demander est-ce qu'on peut faire un pas de côté pour sortir d'une vision strictement d'effondrement. Et en fait, ça me fait penser à une chose aussi qui est importante et que j'aimerais peut-être convoquer pour terminer. C'est donc que le regard ou le travail que je développe, je le fais beaucoup en résonance avec ce qui se passe sur le continent africain. Le continent africain est un continent qui risque aussi de souffrir beaucoup des questions du changement climatique. C'est un continent qui se débat avec une histoire longue et avec un présent compliqué. Mais c'est un continent qui se caractérise aussi avec une démographie extrêmement jeune. Pour une grande partie du continent, la moyenne d'âge est en dessous de 25 ans, voire pour certains pays comme le Niger en dessous de 15 ans. Et je pense qu'il est impossible pour une jeunesse de ne pas s'imaginer de futur. Donc nous sommes sommés, à partir de ce continent-là en tout cas, et pour ceux qui y travaillent, de faire ce que Val Winsar, qui est un artiste, un chercheur et un économiste, véhicule depuis quelques années, qui est de dire que le continent doit imaginer ses propres métaphores du futur pour pouvoir justement apporter quelque chose à l'ensemble, au reste du monde. Voilà, donc j'ai envie de terminer sur cette question-là, c'est que nous devons effectivement accompagner une jeunesse qui doit imaginer ses propres métaphores du futur.